va essayer de ne pas prendre trop de retard dans cet après-midi qui s'annonce comme assez dense. Vous le savez, si vous avez regardé le programme, et vous l'avez regardé tout à l'heure vers 16 heures, nous aurons ce fameux concours de pitch annuel, les trophées de l'innovation que vous attendez tous. C'est la 6e édition du genre. Mais d'abord, une plénière top niveau. C'est une plénière où l'on va tenter de résoudre la quadrature du cercle. Parce que d'un côté, il y a cette injonction à construire plus, et puis de l'autre, cette même injonction à construire mieux, plus écologique, plus en adéquation avec les demandes des locataires, plus esthétique aussi, tout ça pas trop cher et en limitant l'extension urbaine, mais pas trop haut, et puis évidemment, cela va sans dire, accessible aux personnes handicapées. Bref, cela fait beaucoup de mieux, beaucoup de plus. Comment fait-on? Eh bien, c'est ce que l'on va demander aux intervenants qui ont pris place sur cette tribune et que je vais vous présenter. Bruno Arcadipan, qu'on ne présente plus, président d'Action Logement, acteur évidemment majeur du logement social et intermédiaire. Vous gérez un patrimoine de plus d'1 million de logements. À côté de vous, Sophie Matra, présidente d'ICF Habitat, du groupe ICF Méditerranée, du groupe ICF Habitat. Vous logez 40 000 personnes, si mes informations sont bonnes, dans les régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Languedoc, Roussillon et Bourgogne. Bourgogne, c'est un peu loin de la Méditerranée, mais c'est quand même ICF Méditerranée. Raphaël Michaud, on a eu le plaisir de vous avoir hier lors de cette plénière introductive. Vous êtes adjoint au maire de Lyon, chargé de la ville abordable, bas carbone et désirable. Laurent Colère, le directeur général de Habitat de Lille, un important bailleur situé en Alsace. Jean-Michel Voulkov, président de l'UNSFA, c'est l'Union nationale des syndicats français d'architectes. Maxime Bitter, directeur général de Lille Métropole Habitat, vous êtes aussi un acteur important du logement dans le Nord. Vous gérez plus de 32 000 logements sur 49 communes. Et vous êtes ancien directeur de l'urbanisme de la métropole de Lille. C'est bien ça, hein? Vous avez vu que tout est verrouillé. Et puis, Jamel Clouche, bonjour à vous. Vous êtes architecte, urbaniste, Grand Prix d'urbaniste. Vous aviez été choisi par l'Élysée en 2009 pour réfléchir au Grand Paris. Vous vous souveniez plus? Eh bien, vous voyez, nous, on s'en souvient. Vous êtes également prof. Est-ce que vous êtes toujours prof à l'École nationale d'archi de Versailles? Eh bien, on vous a demandé de poser un petit peu le sujet pour nous. Qu'est-ce que c'est que la qualité et le contexte dans lequel on s'inscrit? Ne tapez pas sur la tête de ce micro. Allez-y, oui. Oui. Ok, très bien. Déjà, merci de m'inviter à ce 82e congrès des HLM. Ça fait 81 ans que vous attendiez, donc on l'a fait, voilà. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Bien, allez, allons-y. Je vais. Non, on m'a demandé de faire une sorte d'introduction à cette table ronde, très rapide. Moi, je suis effectivement, comme ça vient d'être dit, je suis architecte et très engagé sur les questions urbaines. Donc, évidemment, j'ai un point de vue sur le logement qui n'est pas exclusivement architectural, mais qui est un point de vue, évidemment, de l'usage, mais aussi de l'urbanité, parce qu'un logement, on peut dire que le logement, c'est le plus petit pixel de la ville. C'est-à-dire quand on parle de la ville, évidemment, le logement, 80% de la matière urbaine, c'est quand même des logements. Et deuxième élément, je pense que les uns et les autres, nous passons quasi, ou nous allons passer quasi la moitié de notre vie, peut-être, au sein de notre logement, ou d'un logement, ou de plusieurs logements, qui devront s'adapter à nos conditions d'enfants, d'adolescents, de jeunes, de jeunes hommes, etc., jusqu'à la fin. Donc le logement, évidemment, pour moi, c'est un bien commun. Et dès lors qu'on accepte cette définition, qui est celle de dire que le logement, c'est un bien commun, je pense que la question qui est posée à cette table ronde, comment conjuguer quantité et qualité, moi, me gêne un peu. Je voudrais dire plutôt comment construire en masse ou construire en quantité n'obère pas la qualité, ou comment on fait de la qualité, en tout cas, la première condition que de celle de conduire du logement, parce que c'est un bien commun, parce que voilà, je pense que c'est de l'ordre de la santé mentale des citoyens français.
Donc à partir de là, moi je voudrais juste avancer un peu 5 points. Donc j'ai pris des petites notes sur mon téléphone, donc de temps en temps je vais regarder mon téléphone. Moi en tant qu'architecte, quand on a commencé il y a quelques années, hein, il y a un peu plus de 20 ans, on a beaucoup travaillé sur les quartiers difficiles. Donc nos premiers travaux, c'était dans les, voilà, ce qu'on appelle maintenant les quartiers difficiles ou les secteurs en rue actuels. Et ce qui m'avait toujours marqué, ou en tout cas rendu un peu en colère, c'est un peu l'idée que dans le logement social, on avait du mal à accepter la différence. C'est-à-dire qu'on était toujours sur une sorte de produit un peu répétitif, qui n'arrivait pas à se différencier. Et j'avais, à l'époque, on avait fait pas mal de propositions, mais qui se heurtaient à l'impossibilité de diversifier un peu des quartiers. Donc évidemment, il y a eu toutes les questions de on démolit pour construire du libre, pour diversifier. Moi, personnellement, j'ai jamais cru, et très tôt, à l'époque, on avait fait une exposition, c'était d'ailleurs au pavillon de l'Arsenal à Paris, pour dire qu'il ne fallait pas démolir, qu'il ne fallait pas résidentialiser, mais qu'il fallait plutôt réfléchir comment ces quartiers pouvaient se diversifier à partir de leur qualité. Donc on revient au mot qualité, parce qu'ils ont des qualités, et vous avez dit une chose, ne pas construire haut. Très souvent, c'est une des rares qualités que possède le logement social, en tout cas notamment celui des années 70. Les gens qui habitent dans ces grandes tours ont des vues improbables, incroyables sur le territoire qui les environne. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on parlait de démolir les tours et les bars. Aujourd'hui, c'est moins un sujet, et j'en suis content. Donc je pense que le premier thème, c'est un peu accepter la différence et de dire de quelle façon ce pixel dont j'ai parlé tout à l'heure, il peut définir un peu une sorte de ville cellulaire qui accepte un peu que beaucoup de choses puissent coexister. Pour moi, c'est un peu la première condition pour que le logement fasse ville et fasse société, parce que le sujet, c'est ça, quoi. Après, le deuxième point, c'est un peu de quelle façon on sort, qui est un peu la conséquence du premier, comment on sort du logement de masse, de quelle façon je pense qu'il y a beaucoup de bailleurs sociaux, en tout cas des acteurs du logement social qui sont ici présents, de quelle façon, d'une certaine manière, on sort un peu de l'idée de l'industrialisation du logement, de cette idée de répétitivité, et d'imaginer des produits de demain, soit à partir de la réhabilitation, de la transformation du patrimoine existant ou des nouveaux bâtiments, qui arrivent à, en tous les cas, intégrer des questions nouvelles. Alors, évidemment, beaucoup de crises récentes sont passées par là, le Covid, pour ne pas le citer, hein, qui nous impose aujourd'hui des espaces extérieurs qui étaient déjà en réalité une qualité obligatoire avant le Covid. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est comme si on découvrait qu'un espace extérieur était important pour le logement. Mais même avant, il était important. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut se rappeler des choses. Tout à l'heure, même au moment où on a déjeuné ensemble, et vous avez parlé de la cuisine. C'est vrai que la cuisine est un élément important du logement. Je pense que les bailleurs que vous êtes devaient réinvestir la question de la cuisine au sein d'un logement. Qu'est-ce que c'est que la cuisine ? Il y a des gens qui aiment ouvrir leur cuisine sur leur salon, d'autres qui préfèrent avoir une grande cuisine parce qu'ils aiment bien cuisiner, faire des plats qui... Donc la qualité, c'est quelque chose de relatif, quoi, finalement. Non, c'est pas relatif, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le rangement, je veux dire, aujourd'hui, nous, on fait une opération à Paris, sur Chapelain International, sur des terrains SNCF. Je ne parle pas nécessairement que des logements sociaux, mais aussi des logements libres. Aujourd'hui, les surfaces ont tendance à devenir extrêmement petites. Et qui prend dans le fait que les surfaces deviennent très petites, notamment les rangements. Donc de quelle façon, un peu des choses relativement simples, on les remet un peu au cœur des problématiques. Et après, si on va un peu plus loin, sortir du logement de masse, et aussi être un peu plus innovant, imaginer des façons d'habiter un peu différentes, imaginer des colocations, qu'on puisse habiter ensemble. Voilà, c'est des choses qui commencent à exister. Est-ce que le logement social s'occupe de ces questions ? Je pense que oui, mais je pense que ça peut s'ouvrir de façon un peu plus importante. De quelle façon on hybride un certain nombre de fonctions. Troisième thème que je voudrais aborder, c'est un peu la question de l'expérimentation. Moi, quand j'ai commencé mes études d'architecture, je les ai commencées, on faisait les PAN. PAN, pour ceux qui s'en rappellent, c'était Programme Architecture Nouvelle. Des bancs ? PAN, P-A-N. C'était des concours lancés par le ministère de la Culture, enfin chargé de l'architecture,
où on invitait des jeunes architectes à concourir pour réfléchir au logement. D'accord. Et derrière, il y avait des bailleurs sociaux qui portaient ces projets et qui portaient des expérimentations. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe presque plus, ou très peu, parce que je pense que les bailleurs que vous êtes empêtrés dans des questions de quantité, probablement des questions très importantes d'économie, des questions très importantes d'énergie, qui sont environnementales, mais je pense que cette idée d'expérimenter doit redevenir un enjeu, et je pense que toutes les nouvelles questions, et notamment les questions climatiques, les questions énergétiques, les questions d'usage, doivent nous permettre de reposer la question un peu de l'expérimentation à l'échelle du logement. Et pour conclure cette introduction? J'ai encore 2 petits points, mais je vais aller très vite. Petit. Ah, on a déjà 10 minutes. Hein. D'accord. Ensuite, le 4e thème, c'est la question de la transformation. Je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans un temps où il va falloir plutôt transformer plutôt que construire du neuf. Et je pense que c'est l'occasion pour faire converger des questions d'usage, des questions environnementales, des questions énergétiques, des questions architecturales. Et je pense, par exemple, l'ANRU, hein, moi, quand j'ai connu l'ANRU, elle finançait plutôt les démols. Il faudrait que l'ANRU, maintenant, elle finance les transformations. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne suis pas très spécialiste de tout ça, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un abondé quand on transforme. Et pour finir, un point important pour finir un peu sur des questions un peu urbaines, pareil, je pense que les bailleurs sociaux, historiquement, voilà, c'était des faiseurs, des constructeurs. Je sais que maintenant, 50% de votre production, elle est faite en VFA. C'est pas très bien, parce qu'en réalité, vous perdez la main, d'une certaine manière. Mais je pense que les bailleurs sociaux peuvent, quand les conditions sont là, devenir aussi des agents urbains, des ensembliers urbains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de dépendre du monde privé, on pourrait inverser et de se dire qu'un bailleur social, je sais pas, quand on se balade aux portes de Paris, tous les HBM, je veux dire, à un moment donné, il y a eu des bailleurs sociaux, des acteurs sociaux publics du logement qui ont construit des bouts de ville. Ce n'est pas interdit que les bailleurs sociaux se remettent à construire des bouts de ville. Merci pour cette introduction. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, Jamel Klouch. Bruno Arcadipane, je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que, pour poser finalement la question de manière un peu naïve, est-ce que la quantité est l'ennemi de la qualité? Donc aujourd'hui, il y a 2,2 millions de personnes qui sont au SNE, donc qui sont en attente d'un logement social. Nos forêts brûlent et on ne regarde pas ailleurs, la preuve, on est là. Donc on est dans l'obligation de faire plus et de faire mieux. Ce n'est pas un choix. Si c'était une question que vous posiez, la réponse est non. Et c'est réalisable puisque le groupe que j'ai la chance et l'honneur de présider, en 5 ans, a multiplié sa production par 2. Donc nous sommes passés de 24 000 logements à 48 000 logements par an. Ça, c'est pour la branche Ali. Et je félicite et je remercie d'ailleurs les acteurs qui, pour une grande partie, sont dans la salle. Ensuite, sur la qualité. La qualité, il y a plusieurs qualités. Évidemment, il y a la qualité que nous connaissions hier. On peut regarder, une fois de plus, notre marché avec des vieilles lunettes. Et puis on peut aussi regarder aujourd'hui et même essayer de se projeter. Attendez, parlons franchement. Quand vous dites on peut regarder ce qui se faisait hier, ce qu'on faisait hier, ce n'était pas des logements de qualité? Non, c'était une qualité. De quelle qualité on parle? La qualité acoustique, la qualité esthétique, thermique, mais de volume également. On parle beaucoup de volume quand on fait nos métiers. Ça, c'est aujourd'hui un minima. Aujourd'hui, il faut regarder aussi tout cet aspect environnemental, toute la politique RSE de nos structures. Et il est clair que l'un ne peut pas aller sans l'autre. La vraie difficulté dans ce que vous nous proposez comme thématique, c'est ni la quantité, ni la qualité. C'est le « et » qui est entre les deux. La vraie difficulté, elle est là. C'est d'être capable aujourd'hui de produire beaucoup plus pour une raison très simple. C'est qu'il y a des attentes. Attendre 8 ans son logement social en Île-de-France, c'est
pas une réponse. C'est simplement pas une réponse. Attendre, on parle de PACA, ma voisine, et si j'ai bien compris, d'une région qui est également extrêmement tendue. Mais aujourd'hui, c'est quasiment tendu partout en France. On parlait beaucoup du pays de Gex, etc. Mais je suis du Grand Est. Aujourd'hui, vous ne trouvez plus de logement à Thionville. Ah, à cause du Luxembourg. Mais c'est un autre problème. Oui, mais oui, c'est bien en France. Ouais. Donc, Ah, le Luxembourg, non, mais Thionville, oui. la vraie difficulté, c'est l'addition des deux, quantité et qualité. Il y a des représentants, pas mal dans la salle, des territoires ultramarins. Aujourd'hui, la climatisation, on le sait, est une véritable problématique environnementale. On doit imaginer des immeubles avec un flux d'air qui apporte aujourd'hui de la fraîcheur, mais pas que. L'environnement de nos immeubles doit également être traité et traité de façon différente. Alors, pour ne pas être trop long, les deux peuvent s'additionner. Il faut être très imaginatif, avoir une ambition extrêmement forte, mais aussi avoir beaucoup de moyens. Là aussi, il faut être clair. Ça coûte très cher. La qualité, ça a un prix. Et la problématique, les qualités, la qualité de la construction, mais également la qualité de l'ingénierie qu'il faut aujourd'hui pour sourcer à la fois les bons produits et travailler dans les conditions idéales pour fabriquer des logements et un environnement de qualité. Donc pour ça, il faut avoir beaucoup d'argent et donc il faut que notre secteur, puisqu'on est au 82e congrès HLM, et à la fois des ressources qui ne soient pas systématiquement diminuées d'année en année, mais surtout qu'elles soient très largement augmentées. Le message que je voulais passer, c'est qu'on est un secteur économique, on n'est pas des assos caritatives, on est un vrai secteur économique très puissant, très puissant, et nous sommes les seuls à ne pas avoir été aidés sur les 5 crises qu'on vient de passer. Le message sera passé à Olivier Klein, d'ailleurs, il le connaît déjà. Sophie Matra, pour vous, c'est quoi un logement de qualité finalement? Alors déjà, effectivement, comme vous le soulignez, mon territoire est très très large et d'une diversité de typologies, d'usages. Je ne vais pas du tout réfléchir à un logement de façon identique ou au logement social de façon identique à Nevers, à Dijon, comme à Marseille, ou sur les territoires du littoral, ou même l'ensemble des territoires en montagne. Pardon de vous couper, mais ça c'est assez nouveau finalement, le fait de ne pas, pendant longtemps, on a construit un petit peu partout la même chose, non? Alors, par exemple, ICF Habitat, donc qui est du... Non, je ne parle pas d'ICF Habitat, bien SNCF, a construit, lors de sa création, des patrimoines qu'on appelle du PLM, Paris, Lyon, Marseille, qui est le même sur toute la France, que ce soit à Lille ou effectivement à Marseille, à Nice. Donc on le retrouve partout sur notre territoire, mais c'est, on va dire, c'est notre image, c'est notre valeur et c'est finalement un beau patrimoine. Après, c'est la façon dont on va effectivement aujourd'hui le rénover presque 100 ans après qui différencie en fonction du territoire. Je ne vais pas avoir la même réflexion justement dans les pays du littoral où il fait beaucoup plus chaud, où la réflexion elle est plus sur la climatisation de qualité, c'est-à-dire comment se protéger plutôt de la chaleur et du soleil qu'une rénovation du même patrimoine sur Dijon ou sur des territoires comme Annemasse où il va falloir que je travaille plutôt par exemple sur la technique des fondations ou des choses comme ça. Donc vraiment si la question du logement se pose partout, elle se fait vraiment sous différents angles, même si par moment il y a des typologies qui sont identiques, elles doivent être réfléchies en fonction évidemment des usages, mais aussi du besoin et de la réflexion de la collectivité. Donc elle se fait au plus près des territoires
avec les collectivités et avec Les attentes sont différentes. Vous avez un moyen d'être à l'écoute de ce que veulent vos locataires? Oui, oui, on est très très présent sur les territoires. On a des équipes de gestion partout sur l'ensemble du territoire, des directions territoriales, des agences, des gestionnaires d'immeubles qui sont juste à côté de nos résidences. Et puis mon travail à moi est d'être au plus près des besoins de ces territoires, au plus près des besoins des collectivités, pour coller entre le besoin, on va dire, la demande et l'offre. Par exemple, à Nice, je vais avoir une réflexion plus importante sur le logement lié au vieillissement, que j'aurai moins sur Dijon ou sur une autre collectivité. Donc oui, on a ces capacités-là d'être au plus près. Maxime Bitter, parlons du législateur. Est-ce qu'il faut finalement attendre du réglementaire pour et avoir de nouvelles normes pour finalement imposer une forme de qualité? On est déjà bien cadré. Hein. Oui, on aime ça, nous. Oui, non, s'il fallait rajouter une couche, là, l'enjeu de quantité, il va être très difficile à atteindre. Non, mais vous fâchez pas. Hein. Non, je rends le débat animé. J'aime bien ça. Non, moi, quand je suis arrivé chez Lille Métropole Habitat, la première chose que j'ai constatée, c'est un jeu de contraintes assez fort et d'une densité incroyable, quoi. Et ce jeu de contraintes, ce n'est que l'image de la production contemporaine de logements qui est pris dans des contraintes environnementales, dans des contraintes de qualité qu'on veut tous aller chercher, dans des contraintes de voisinage. Hein, l'enjeu des riverains aujourd'hui est monumental dans l'acte de construire. Aujourd'hui, pour faire atteindre le degré de quantité, dans un monde, on l'a vu ce matin, où c'est la fin des grandes ZAC et de ces grands sujets, où l'opération moyenne chez Lille Métropole Habitat, elle est inférieure à 20 logements, alors que dans le NPRU, je démolis à coups de centaines et de milliers de logements. Les conditions de la reconstitution, ne serait-ce que même, hein, on n'est même pas encore allé voir un nouveau locataire que pour reloger ceux qu'il faut reloger dans le cadre du NPRU, les conditions de la reconstitution sont devenues très complexes. Alors, la condition de la quantité, je ne suis pas de ceux qui appellent à l'allègement des normes. Je pense que les normes participent de la construction d'un marché qui nous fait tous progresser. Les réglementations thermiques en sont le meilleur exemple. La ZAN est un bon exemple. Honnêtement, il n'y aurait pas la ZAN aujourd'hui, on continuerait à tartiner nos espaces agricoles en se faisant un peu mauvaise conscience, mais comme on a la bonne conscience logement, on arrive à dormir tranquille. Non, il faut réussir à conjuguer les contraintes. Ça génère quoi? Ça génère quand même une difficulté massive, qui est celle de produire le moindre logement dans les zones très tendues, surtout là. Hein. Aujourd'hui, la condition de la résolution de cette équation, quantité-qualité, c'est beaucoup d'ingénierie. Aujourd'hui, pour monter une opération, vous en parliez, hein, une ingénierie monstrueuse qui est déployée. Hein, alors, les coûts de conduite d'opération pour ceux qui sont dans le sérail augmentent, et c'est une bonne chose. Et la deuxième condition, c'est le temps. Et là, le temps, on ne l'a pas, hein, en réalité. Quand on voit le temps d'émergence et le temps de concertation, moi je faisais de l'urbanisme et de l'aménagement avant. Il y avait deux mamelles dans l'aménagement. La première mamelle, c'est la concertation. La deuxième mamelle, c'est l'environnement, qui te permettent de poser les bonnes bases d'une urbanisation raisonnée. Dans les temps de l'urgence, le temps de la concertation, un dossier de DLE, c'est 4 saisons. Voilà. Et avoir ces temps-là, c'est un luxe aujourd'hui qu'on a du mal à s'offrir. Aujourd'hui, Lille Métropole Habitat, par exemple, a des objectifs de programmation qui sont résolus par la VEFA. C'est franchement pas satisfaisant. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, il faut que le bailleur maître d'ouvrage retrouve un peu sa légitimité et sache reconquérir. On sait qu'une partie de la résolution de cela, c'est de remonter la chaîne immobilière, reprendre la main sur les fonciers en toute complicité avec les collectivités pour reconstruire du projet et l'appuyer. Ça, c'est une stratégie qu'on met en place, mais pareil, ça met du temps à s'installer. Surtout pour des offices comme le nôtre qui ont un peu de retard en la matière. Hein. Des ESH ou d'autres offices ont pris de l'avance. Vous parlez ingénierie financière, évidemment. Ingénierie financière, ingénierie technique, ingénierie de concertation, ingénierie, tout ce qui va participer de l'acceptabilité du projet et du respect des normes. Hein.
tout simplement. Ces normes rajoutent des couches de complexité. Alors, quantité, qualité, ça donne de l'ingénierie, ça donne des coûts aussi, hein. Aujourd'hui, si je prends le programme de réhabilitation, je trouvais très intéressant ce matin la discussion sur en fait, les échéances liées aux étiquettes ESG. J'ai exactement le sujet chez LMH. On a 10 000 logements à rénover en 10 ans. Bon, 10 000 étiquettes ESG. On la place où aujourd'hui? On le place où l'horizon? L'étiquette D, si je mets l'étiquette D, bon, bah, j'arriverai à contenir le programme avec des coûts moyens de 50-60 000 euros et on saura y aller. Mais si je veux éviter d'avoir à nouveau 10 000 logements à réhabiliter en 34, autant viser tout de suite le B. Bah, viser le B, alors c'est très bien, je fais de la réhabilitation, le vecteur, pas seulement de la résolution d'un problème thermique, on va aller chercher plus, on va aller chercher la seconde vie. J'aime beaucoup ce nouveau raisonnement-là qui émerge un peu partout dans le monde HLM, parce qu'il correspond vraiment à un besoin. Aujourd'hui, quand on va aller chercher une réhab, l'étiquette thermique et l'impulsion pour agir accompagne un vrai effort sur la qualité d'usage du logement, sur l'insertion du bâtiment dans son environnement urbain, la génération de services au profit des locataires et de la ville. Et ça génère une acceptabilité du logement bien plus forte. Un logement n'est pas accepté tout seul parce qu'il génère des nuisances environnement, des stationnements, des nouveaux habitants, une tension sur les transports, sur les réseaux, certes. Par contre, si ce logement est aussi le vecteur de l'accueil d'une association de quartier, de services, de commerce, bah, tout d'un coup, on apporte une valeur ajoutée au quartier. Cette notion d'urbanité que portent nos programmes, on doit la pousser et utiliser le vecteur des réhab comme étant un vrai moteur pour cela. Et pas s'arrêter à la thermique, surtout pas. Bon, Jean-Michel Vunkoff, je me tourne vers l'architecte. Comment est-ce qu'on fait pour réaliser des projets de qualité? Parce que quand même, on y arrive, ça arrive, les projets de qualité. Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur Bitter m'a un peu coupé l'herbe sous le pied sur la partie programmation. Mais en fait, la qualité du logement, pour moi, il y a trois données importantes. La qualité du logement intrinsèque, bien évidemment, et ça, effectivement, on ne répond pas forcément que par la norme dans la qualité du logement. On répond aussi par la qualité architecturale et par la qualité des concepteurs, puisqu'il y a effectivement l'architecte, mais l'équipe de maîtrise d'œuvre qui entre en compte. Mais c'est la qualité du programme, effectivement, qui est importante. Le logement, il se positionne sur 3 niveaux de qualité. Ce serait sa qualité intrinsèque, en tant que logement, sa qualité proche, dans le cadre de l'assise sur lequel il est posé, la copropriété, le bâtiment de logement social, et son environnement immédiat, qui est aussi le quartier dans lequel il se positionne. N'oublions pas que qui habite dans le logement? C'est un homme, une femme, c'est une famille, et ce sont des êtres sociaux. Donc la qualité du logement, elle vient aussi de la qualité des relations sociales qui se développent autour du logement. On pourra répondre par toutes les normes que vous voulez. L'urbanisme. On pourra le concevoir, la qualité du programme qui est liée à l'opération de logement. Donc effectivement l'urbanisme, mais aussi les politiques publiques qui sont derrière. On pourra faire le plus beau logement que vous voulez, si vous êtes au milieu d'une zone industrielle, il sera invivable. Donc cette réflexion, il faut l'avoir très en amont. On parle de qualité de logement, certes. Parlons aussi de la qualité des programmes, de la programmation urbaine, de la qualité environnementale qui va autour et de la qualité des relations sociales qui peuvent s'exprimer à travers le fait d'habiter. Ce sont des hommes et des femmes qui habitent dans un logement. Donc ça veut dire que ce qui est important, c'est le dialogue qu'il peut y avoir avec les habitants éventuellement, mais avec les collectivités locales, avec les différents acteurs sur un même lieu. Bien sûr, effectivement. Et c'est là où tous les acteurs de la politique de la ville doivent être réunis autour de la table pour faire du logement de qualité. Je pourrais vous faire tout un discours sur la qualité du logement, sur la norme de la poignée de porte ou sur la surface de la salle de bain, mais je pense que ça n'intéressera pas grand monde ici autour de la table. Ce qui est important, c'est qui habite dedans et comment on rend un service, à la fois que ce soit sur des accédants ou des locataires, peu importe, sur cette qualité du logement, du fait de sa sociabilité. Et du fait que les opérations sont plus petites aujourd'hui, vous le disiez, on l'a dit encore ce matin, est-ce que ça ne complexifie pas encore finalement cette recherche de qualité? Ce n'est pas la taille de l'opération. Et ce matin, on a remis un prix du projet citoyen USH.
on voit des opérations qui sont faites par tous les organismes HLM ou les organismes sociaux avec des projets de réhabilitation, des projets de construction, des projets de réhabilitation de bâtiments, de dents creuses au sein de centres-bourgs ou de villes. On produit du logement social aussi, autre part que dans les villes constituées on est à Lyon, donc la métropole de Lyon, et je suis moi-même lyonnais, donc je peux en parler aussi. Mais ce n'est pas la taille de l'opération, c'est l'intelligence que l'on met dedans, à la fois dans sa programmation, sur son environnement. Oui, mais mettre beaucoup d'intelligence dans beaucoup d'opérations, c'est plus fatigant que de mettre beaucoup d'intelligence dans une grosse opération. Peut-être que l'intelligence peut-être n'a pas une été tautologie, forcément quoi, avec mais, où on a mal positionné le curseur. Laurent Koller, comment est-ce que vous voyez, vous, les choses? Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Alors pour nous qui sommes le petit pousset, parce que nous sommes une coopérative alsacienne avec un parc modeste, mais nous avons une très grosse production. Nous produisons entre 350 et 450 logements par an pour une gestion de 3000 logements. Alors comment c'est possible? Pour moi, la qualité et la quantité sont indissociables. C'est clair et net, tout ce qui a été dit effectivement, mais il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié. Pour avoir un logement de qualité, il faut peut-être partir des usagers. Parce qu'aujourd'hui, si on veut véritablement être en capacité de se dire que c'est des logements de qualité, seulement si les locataires s'approprient le logement. Parce que nous sommes un monde de sachants. Nous sommes entre nous. On peut dire que c'est bien, mais si le locataire, comme ça a été dit, il considère que la cuisine, lors de l'attribution de logement, ça ne répond pas à ses besoins, je ne suis pas sûr que pour lui, ce soit un logement de qualité. Après, nous, on a... Attendez, parce que ce que vous venez de dire, c'est très important. Mais il y a des moyens aujourd'hui. Vous savez ce que veulent vos clients? Bien sûr, évidemment. Comment vous le savez? Comment on l'a su? On l'a su avec une stratégie qu'on a développée depuis 10 ans. L'habitat participatif. Alors c'est compliqué. J'entends qu'il faut le temps long, mais tout notre savoir de notre maîtrise d'ouvrage, parce qu'on a parlé de la gestion locative, on a parlé du contentieux, on peut parler effectivement des services de proximité. Mais ceux qui conçoivent les logements, ce sont nos chargés d'opération. Si on n'acculture pas nos propres chargés d'opération sur les besoins de nos locataires, on peut se raconter ce qu'on veut, mais peut-être qu'on est à côté des attentes des locataires. Donc nous, on a construit notre stratégie uniquement sur la maîtrise d'usage. 2 piliers. Le pilier, évidemment, parce que quantité égale foncier. Si vous n'avez pas le foncier, vous n'avez pas la quantité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé avec les élus de nos territoires sur une confiance. C'est long. Je vais vous donner un exemple. Nous venons de poser un geste inaugural la semaine dernière pour un logement, une opération de logement locatif senior en habitat participatif. C'est la 2e en France et c'est la 2e réalisée par Habitat de Lille. 7 ans. 7 ans. Mais aujourd'hui, nos équipes peuvent considérer que l'appropriation des logements qui seront demain proposés à l'ensemble des demandeurs, on répond véritablement à la qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aussi avec notre parc existant? On a travaillé sur la réappropriation des espaces extérieurs, parce qu'on s'étonne tous de la Covid, le confinement. Nous considérons que le logement est très essentiel pour le bien-être moral. Moral, parce que les gens locataires ont été enfermés pendant des semaines, des mois, s'ils n'avaient pas la capacité de se réapproprier les espaces extérieurs. Et nous avons aussi un quartier prioritaire de la ville. Ce quartier prioritaire de la ville, nous en avons fait une grande famille, avec du vivre ensemble, pour nous permettre justement, au-delà de la qualité du logement, d'avoir des qualités de relations humaines. Et notre slogan, c'est d'ailleurs résolument humain. Si nous ne mettons pas au centre de nos préoccupations, de la production, la relation humaine, ça ne fonctionnera pas. On peut produire, on va industrialiser. Peut-être que le modèle va changer demain. Mais aujourd'hui, le choix que nous avions fait, c'était effectivement, depuis 10 ans, de travailler principalement sur la qualité d'usage. Maxime Bitter, je vois que vous voulez réagir. Oui, non mais... Vous avez le droit d'applaudir, hein, si vous êtes
nous, on est à l'amorce d'un grand programme de réhab, donc on se pose des questions 10 ans après vous les ayez posées. Et on se pose la question du financement, notamment de programmes neufs ou programmes de réhab qui viennent apporter la qualité d'usage post-crise sanitaire, c'est-à-dire celle que me demandent les élus. Ils ont raison. Ils disent bah, maintenant, tout le monde veut des extérieurs, tout le monde veut pouvoir travailler chez soi, tout le monde veut des salons suffisamment grands pour pouvoir assumer demain un nouveau confinement, par exemple. Bon. Comment je fais pour financer ça quand aujourd'hui un loyer est fondé sur la surface du logement et que le financement du bailleur s'appuie sur la surface, hein. C'est un sujet profond. Moi, quand je suis arrivé chez LMH, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé visiter les réalisations récentes. Il y en avait une dans une commune très cossue de la métropole, dans laquelle il y avait un PLAI, un T3, avec un salon manifestement trop petit. On m'a dit oui, on a fait ce qu'on a pu, mais en même temps, si je t'augmente la surface du salon, je t'augmente la surface du loyer et je loupe ma cible PLAI de reconstitution de l'offre NPRU. Et c'est très légitime tout ça, je ne discute pas. Il faut qu'on ait des bas loyers dans toutes nos métropoles. Comment je fais pour conjuguer la quantité, l'offre bas loyer, la quantité bas loyer, parce que c'est la question qui va avec, hein, avec la qualité qu'on doit à nos locataires. Honnêtement, je n'ai pas encore trouvé la solution. Bruno Arcadipan, vous faisiez un petit geste que j'ai parfaitement compris. Tout ça, ça demande de l'argent. C'est beaucoup plus cher de construire de qualité. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'autant plus que si on veut aller un tout petit peu plus loin et qu'on parle de réhabilitation lourde et d'écoute, de construction participative, on a aujourd'hui une demande récurrente qui revient, c'est de mettre des terrasses sur des immeubles qui n'en ont pas. Ça coûte une blinde, déjà techniquement à réaliser. C'est-à-dire, attendez, parce que moi excusez-moi, quand vous dites ça coûte une blinde, entre faire un truc de qualité avec terrasse ou d'autres éléments et puis faire un truc de base, la différence c'est quoi? C'est plus 20, plus 30%? Si je peux terminer, vous allez tout de suite, oui. Vous allez tout de suite comprendre et ça va éclairer la salle. Ce qui vient d'être Je dit coupe est très... la parole, moi je suis comme ça. Oui, je sais bien. Et c'est quoi, en plus je suis même payé pour ça. Donc, mais allez-y. Donc, vous n'avez pas l'habitude qu'on vous coupe la parole. Hein, non, jamais. Donc, et je tiens pas à que ça... Bon. Donc, quand on apporte des terrasses à des logements qui, en effet, sont souvent construits dans les années 70, sont trop petits, exigus, pas d'éclairage, etc. La crise du Covid nous a apporté quoi? On veut avoir un petit espace extérieur. Quand vous avez un R+5 ou R+6, que vous commencez à mettre des IPN sur les 6 étages, que vous apportez 20 mètres carrés de terrasse à un logement qui n'en a pas, ça ne va pas vous rapporter 1 euro. La plupart du temps, le bailleur est à 100%, enfin le coût est 100% pour lui. Donc que ça coûte 10, 15 ou 20%, ce n'est pas la problématique, c'est un coût global pour le bailleur. Donc en effet, comment on fait pour financer ça? Alors ensuite, on a besoin d'îlots de fraîcheur. Quand vous travaillez vos extérieurs, ces îlots de fraîcheur vous coûtent une blinde. Et pourtant, il faut le faire. Donc, notre secteur, je le disais tout à l'heure, est un secteur économique. Il doit être vu comme tel et il doit avoir un regard bienveillant de l'État si on veut demain matin répondre aux questions que monsieur posait, les questions de nos clients. Et je ne parle pas de locataires, je parle de clients là. Il faut qu'on arrête de regarder le logement social comme un service, un bas service qu'on rend au petit peuple. Non, aujourd'hui, sur beaucoup de zones, et d'abord c'est du logement abordable dont moi je parle, le social plus l'intermédiaire, qui rencontrent les mêmes problématiques. Les très grandes réhabilitations que nous allons être amenés à faire vont coûter énormément d'argent. Et on est dans l'obligation d'apporter aujourd'hui à notre population cette qualité. Sans la possibilité de leur demander des hausses de la répercuter. Voilà, alors qu'on va déjà avoir, puisqu'on n'a pas de bouclier énergétique, on va déjà avoir des charges qui vont s'envoler
comment voulez-vous aller répercuter en plus des hausses de loyer qui correspondraient aux investissements que l'on se doit de faire dans nos logements? C'est valable quand vous avez 3000 et quelques logements, c'est encore plus valable quand vous avez plus d'1 million de logements. J'imagine. Voilà. Et d'ailleurs, je termine, c'est pour ça qu'avec la Caisse des dépôts, on a créé un produit pour les bailleurs sociaux qui veulent aller plus loin que la réglementation, un produit qui va leur permettre d'investir dans leur logement. Donc il y a un peu plus de 200 millions de prêts bonifiés distribués par la Caisse des dépôts, distribués par la Caisse des dépôts et bonifiés par Action Logement pour soutenir la production de ce type de logement. Mais 200 millions d'euros, c'est que dalle par rapport aux besoins du marché. Bon, Raphaël Koller, je vois que vous vouliez... Raphaël Koller, décidément. Laurent Koller, je vois que vous vouliez rebondir. Mais je vais interroger d'abord Raphaël Michaud, qui n'a pas eu la parole encore, notre adjoint à la mairie de Lyon, régional de l'Étape. Comment est-ce que vous entendez, vous, ce débat qui commence à prendre à cette tribune? Qu'est-ce que c'est pour vous que la qualité? Comment est-ce que vous voyez les moments où ça coince, quoi, hein? J'avoue que les attentes qui sont formulées par les habitants sont clairement des attentes qui sont non négociables. Nous voulons de la qualité, nous voulons être bien, nous voulons être dans un logement qui soit un lieu de bien-être, et nous voulons de la quantité, concrètement, parce que... Et pas cher. Et pas cher, évidemment. Ben ça, pour le coup, c'est normal de se dire qu'on veut une ville qui soit à la fois abordable, bas carbone, désirable, qui soit un lieu où on puisse s'épanouir. C'est justement le nom de votre Là, délégation. coup, Alors, je trouve ça tout à fait légitime, que ces attentes, elles arrivent telles quelles, et que juste les citoyens viennent nous livrer le fait que oui, on veut être bien chez nous, et oui, on veut que ça ne nous coûte pas trop cher. Être bien chez soi, c'est aussi arriver à payer son loyer, payer ses factures d'électricité, et qu'il reste de l'argent même à la fin du mois pour faire autre chose que payer ses factures d'électricité et son loyer. Ça, je trouve ça normal. Mais derrière, il y a une obligation de quantité, et là, pour le coup, j'allais dire, c'est même pas une histoire politique, c'est juste une histoire démographique. À la métropole de Lyon, sur 59 communes, chaque année, il y a 10 000 nouveaux habitants. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire flamber tous les prix? Comment est-ce qu'on fait pour garder de cette capacité? attendez, c'est moi qui dois vous la poser, cette question. Et derrière, ça veut dire qu'on va racler tous les fonds de tiroir, on va creuser tous les leviers. Si on doit aller dans les nouvelles opérations, à la confluence, trouver 40% de logement social, 20% de logement abordable, on y va. Si on doit aller surélever le patrimoine des bailleurs, on va aller surélever le patrimoine des bailleurs. Si on doit aller dans le diffus, 70% des mètres carrés de Lyon qui sont construits en dehors des grandes opérations d'aménagement. Ça veut dire que si on veut conjuguer qualité et quantité, il faut s'atteler à tenir cette qualité, même dans le reste de la ville. À Lyon, la solution qu'on a trouvée, c'est de se dire, si on veut conjuguer, il va nous falloir un Becherel. Donc à un moment, on va sortir une charte. Et comment est-ce qu'on va faire pour rédiger une charte qui réponde à ces injonctions qui peuvent sembler contradictoires des citoyens et globalement sur la qualité et la quantité? On va aller voir les professionnels, on va aller voir les architectes, on va aller voir les promoteurs, on va aller voir les bailleurs sociaux, et autour de la table, on va se mettre d'accord sur une charte, 5 grands objectifs, et puis surtout une méthode. Moi, j'ai entendu le dialogue. C'est certain que si on veut avoir une ville où les rez-de-chaussée soient utiles pour les voisins, si on veut une ville où les étages soient confortables pour les habitants, si on veut une ville où le bioclimatisme ait du sens et où on n'est pas un immeuble qui vienne mettre de l'ombre sur son voisin, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on se mobilise tous les acteurs de la chaîne de la production, avec les savoir-faire respectifs. Et donc, on a cette chance d'avoir maintenant depuis plus d'1 an à Lyon cette charte de la qualité. Alors c'est quoi les 5 points? Ça m'intéresse, pardon. C'est avant tout ce qui a été évoqué, c'était sur le respect du site et le respect de répondre aux besoins du quartier. S'il faut une crèche dans le quartier... C'est flou quand même un peu. Hein. Je vous avouerai que c'est particulièrement précis les besoins des habitants. Justement, quand on est dans des quartiers 100% logement, il y a très vite des besoins sur où sont les services, où sont les commerces, où sont les crèches, où sont... Là, pour le coup, les rez-de-chaussée, c'est très simple. Dans les premiers niveaux, qui sont parfois un peu moins bien ensoleillés que les autres, est-ce qu'on n'aurait pas quelques bureaux à placer? Est-ce qu'on n'aurait pas un cabinet médical? Est-ce qu'on n'aurait pas des éléments qui juste servent au quotidien? Là, pour le coup, on trouve très facilement. Et puis après, dans les étages, effectivement, on a des citoyens qui sont très attentifs et qui, sur la qualité elle-même, la qualité intrinsèque de l'architecture, nous demandent de la nature, soit avec un accès immédiat à l'extérieur, soit avec en bas de chez soi de la nature.
On a cette exigence qui est une évidence de se dire que dans la construction, on doit avoir une approche bas carbone qui soit respectueuse des générations futures, donc une approche sur le biosourcé, sur le géosourcé. Là, pour le coup, on a beaucoup de démonstrateurs qui arrivent à Lyon avec des constructions en terre, des constructions en paille, des constructions en bois, et on a vraiment cette capacité à introduire ces nouveaux éléments. Donc là, être responsable vis-à-vis des générations futures, c'est obligatoire. On a aussi un impératif de transparence. On parlait de l'acceptabilité sociale. Moi, mon travail, là pour le coup, mon quotidien, c'est d'aller faire des réunions publiques pour expliquer que oui, à Lyon, on va construire, oui, à Lyon, on va densifier, mais parce que c'est une bonne nouvelle, parce que la ville n'est pas prête. Actuellement, chacun peut aller regarder son DPE, peut aller regarder son étiquette énergétique. Nous ne sommes pas vraiment prêts à une future hausse de l'énergie telle qu'elle s'amorce là. Donc il va falloir qu'on adapte la ville, il va falloir que certains bâtiments complètement vétustes puissent être remplacés par d'autres, et à ce titre-là, voilà, moi je considère qu'allier quantité et qualité, ça porte directement ses fruits. Bon, Si je Maxime, prends oui, allez-y, deux pardon, exemples. excusez-moi, Premier exemple, dans les 12 derniers mois, on a pu, sur les permis de construire, sur les 2900 permis de construire, 2900 logements que j'ai pu livrer par exemple, on a directement rempli les objectifs du plan de relance de la construction avec l'État, donc d'un point de vue de quantité, on tient les objectifs qui sont ceux du SCOT, du PLU, de tous les documents de cadrage. Dans le même temps, on est revenu débitumer et désartificialiser 2 hectares. Et dans le même temps, on est venu conserver l'essentiel des arbres qui étaient déjà existants et dont la canopée protège déjà les citoyens des îlots de chaleur qu'on peut subir partout ailleurs. Donc on a des réponses qui sont directement opérationnelles et dans le même temps, sur cette production de logement social, eh ben, on y va parce que quelque part, si on n'a actuellement pas notre taux, taux SRU qui nous a été demandé en 2001, c'est vraiment un scandale. Et donc par rapport à ça, on met tous les moyens et tous les leviers en œuvre pour atteindre ces 25% de logements sociaux, un quart de logements sociaux avant la fin du mandat. Maxime Bitter, je vous voyais un peu écarquiller les yeux. Qu'est-ce que vous, vous, en tant que bailleur, quand vous arrivez devant des pouvoirs publics, des collectivités locales qui vous tiennent ce type de discours? Alors, à Lille, on a exactement le même discours, c'est-à-dire à modulo quelques, évidemment, particularités locales, mais en gros, on a des élus qui sont ambitieux pour leur ville. Tant mieux. Tant mieux. Okay. Comment on paye cette ambition? C'est la question. Quand je regarde la chaîne immobilière et que je vois... Ça vous donner de l'argent, monsieur de la mairie de Lyon? Quand je regarde la chaîne immobilière... Non, il fait non avec la tête. Non, mais quand je vois la chaîne immobilière et que je vois d'où vient l'argent, en fait, elle vient des loyers à la fin. Hein. On voit bien que le modèle de financement du logement social, le loyer ne finance pas tout. Hein. Il y a des fonds propres du bailleur, il y a de la subvention, enfin bref, il y a une accumulation de couches. Pour payer quoi? Pour payer le bâtiment, hein, dont on voit que les coûts de construction augmentent énormément. Aujourd'hui, on en fait tous les frais. Enfin bon, on ne va pas assommer le secteur du bâtiment, on ne va pas l'étrangler, on doit au contraire le soutenir pour traverser cette période. Moi, et là je vais enfoncer des portes ouvertes que tout le monde connaît, là où l'argent va, alors qu'il faudrait qu'elle n'aille pas dans cette direction, c'est sur le foncier. On le sait, on l'a répété ce matin, la conférence sur la métropolisation a mis le doigt dessus. La rente foncière doit être captée. Il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, cet argent qui dort ne permet pas d'être injecté dans la qualité du logement. Et c'est là où, quand j'ai des élus qui me disent « je veux de la qualité », je lui dis « donne-moi du foncier ». Alors, c'est simple, c'est facile à dire comme ça, mais ça veut dire quoi ? À l'échelle de la métropole européenne de Lille, qui a la chance d'avoir encore des grands tèlements fonciers à l'intérieur de la zone artificialisée, mais c'est des fonciers chers, c'est des fonciers pollués, c'est des fonciers encore bâtis qu'il faut savoir retourner. Donc j'interpelle souvent les élus en leur disant il faut à un moment donné aligner la politique publique, la stratégie foncière de la politique de la collectivité à ce qu'on demande à la chaîne immobilière et au logement social en particulier. Sophie Matrin, sur cette... Oui, j'avais envie d'intervenir parce que, évidemment, on l'entend, conjuguer qualité, quantité, on a l'impression que ça va être, évidemment, ça va être très dur, ça va être très difficile. On va renier sur certaines choses probablement. En revanche, quand j'entends effectivement des collectivités qui sont moteurs comme ça, je pense qu'il faut qu'on prenne aussi notre part de responsabilité et que nous aussi on soit dans des propositions. Par exemple, moi ce que je pense, c'est que le levier de l'innovation est un axe majeur sur lequel nous pouvons tous ensemble travailler, et c'est pas un axe juste du bailleur, on ne saura pas le faire tout seul, mais quand on est ensemble, une collectivité qui est moteur, un bailleur dont l'obligation est de construire
en quantité, des architectes, des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre. Ensemble, je pense qu'on peut arriver à faire quantité et qualité. Pas partout, pas tout le temps, pas dès demain, mais voilà, égrener tout ça petit à petit. Et moi, je m'astreins à des expérimentations, à des projets qui peuvent conjuguer les deux. Bruno Arcadivan. Non, mais je suis tout à fait d'accord. La problématique numéro 1 reste quand même la quantité. J'ai démarré mon propos tout à l'heure par ça. On a des territoires qui sont extrêmement différents. Mon voisin parlait tout à l'heure des Lyonnais dont la population s'accroît tous les ans. Mais on a aussi des territoires, excusez-moi, mais qui sont encore plus en décrochage ou en retard. Je pense évidemment à Mayotte en numéro 1, où il y a tout à faire et où on construit 100 logements sociaux par an. 100, quand il en faut à peu près 5000. Donc vous voyez, et là aussi je suis désolé, c'est la France, donc il faut intervenir de façon massive. Et l'innovation, chez Action Logement, il y a 2 fonds là aussi qui sont dédiés à l'innovation, un pour notre partie immobilière pour Ali et puis un autre pour ALF. Les fonds sont plutôt bien utilisé. La problématique derrière, l'innovation, c'est très bien, c'est important, et c'est une des formules qui va nous permettre de réussir à allier la quantité et la qualité. Encore faut-il avoir des innovations que l'on veuille industrialiser derrière. Et industrialiser, ça ne veut pas dire faire comme dans les années 70, construire à Pointe-à-Pitre le même immeuble qu'à Paris. Parce que c'est quand même ce que nos pères ont réalisé. Et donc on ne se cassait pas trop la tête, on prenait le même plan et on le reproduisait X fois. Il y avait même une vision politique derrière tout ça, d'expliquer que c'était la France, que la Poste à Maubeuge ou à Pointe-à-Pitre devait être la même. Oui, il m'est arrivé de visiter en Guadeloupe des immeubles avec des baies vitrées de 3,50 m de haut. Ouais. En plein sud. Donc vous imaginez ce que ça pouvait donner à l'intérieur. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs, de légèreté ou en tout cas de vision erronée de nos territoires. Un groupe comme le nôtre est très implanté sur tous les territoires et les remontées d'informations dont nous parlions tout à l'heure, elles sont réalisées sur les territoires. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On connaît exactement les besoins ou les envies de nos clients et futurs clients. La vraie problématique, c'est d'être capable de, 1, produire suffisamment, de 2, réhabiliter dans des quantités qui doivent être aujourd'hui démultipliées. Et pour ça, on revient toujours à la même chose. Il faut beaucoup d'ingénierie et beaucoup d'argent. Laurent Colère. Oui, quelques réflexions sur la question de l'innovation. Alors, l'innovation amène évidemment un temps long. Et comme nous sommes dans un modèle très encadré, il y a une réglementation législative qui ne nous permet pas toujours de pouvoir faire bouger les lignes. En Alsace, on a eu une DDT plutôt, je ne veux pas dire conciliante, mais qui a vu ces expérimentations comme étant précurseurs, faire bouger effectivement les lignes sur un certain nombre d'enjeux, par exemple sur le logement modulaire, parce que là aussi, la question du logement modulaire, pour un public très précaire, peut amener des réponses de qualité, en tout cas pour ce public, mais on se heurte évidemment à de grandes difficultés au niveau national pour que ces expérimentations puissent véritablement être mises en action sur les territoires. Donc ça, c'est, je pense, le mouvement HLM dans son ensemble qui doit s'accaparer effectivement ces enjeux-là pour faire en sorte que ces expérimentations où l'ensemble des opérateurs aujourd'hui interviennent sur le territoire, on le fasse remonter de manière massive pour faire en sorte qu'au ministère du Logement, on voit plutôt ces solutions comme des réponses peut-être pas totales, mais en tout cas adaptées à certaines situations. Donc ça, c'est le premier point. Ce que je voulais aussi dire, c'est sur la question de la qualité.
et j'ai nos amis architectes. Je pense que le rôle des architectes est aussi primordial. Je pense que les architectes aujourd'hui doivent aussi se remettre en question. Pourquoi? Parce qu'on se rencontre aussi dans les relations que nous pouvons avoir avec nos amis architectes, par moments aussi des volontés de signature, qui évidemment amènent certaines situations de surenchérissement des coûts. Donc il y a un travail qui doit être mené, architectes, demandeurs, habitants, maîtres Vous d'ouvrage. êtes en train de dire qu'il faut que les architectes s'effacent un peu du... Pas s'effacent, mais soient peut-être plus à l'écoute. Bah, ça revient au même. Hein. Pas des maîtres d'ouvrage. Pas des maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage, nous devons être un outil au service des habitants. Alors il y a la question évidemment du modèle économique, mais nous sommes dans un modèle économique encadré. On ne fera pas bouger les lignes comme ça. Il va falloir être ingénieux sur un certain nombre de diversifications. Et je pense, et là je vais prêcher pour la paroisse des coopératives, l'accession abordable doit être massivement déployée dans ce pays. Pourquoi? Parce que ça amène le parcours résidentiel, parce que ça amène évidemment de générer des fonds propres pour les bailleurs qui peuvent les réinvestir dans des logements très sociaux. Or, par moment, on a des difficultés parce qu'on considère que cet argent venant de l'accession abordable est capitalisé. Je vous donne un exemple. Chez Habitat de Lille, encore une fois, modestement, l'ensemble de notre parc est réhabilité en étiquette A, B, C, D. Vous allez me dire, on n'a que 3500 logements, mais tout notre parc est réhabilité grâce à cette accession sociale. Parce que nous en avons fait, si vous voulez, une vraie stratégie de reconstitution des fonds propres. Jean-Michel Voulkoff, Oui, alors, vous avez entendu, hein, c'est pas vraiment vous effaciez, parce que quand on est architecte, on n'a pas d'ego, ça je sais bien, c'est comme quand on est journaliste. Ça se saurait. Mais il faut que vous soyez plus à l'écoute. Non, je vais clore le débat tout de suite sur l'ego des architectes, parce que c'est ni lieu ni l'endroit, et à part peut-être quelques-uns qui veulent faire du Star System. C'était juste une petite pique Oui, non, mais tout à absolument fait. gratos. Mais à part quelques-uns qui veulent faire du Star System, les autres comme moi, ils sont des architectes du quotidien, ils travaillent tous les jours sur leur territoire, et ils ont des bottes tous les jours pour aller voir leur chantier et aller voir leur Ça va maître sans... d'ouvrage. Mais vous n'êtes pas Et ça, c'est suffisamment à pas mal. l'écoute. Pardon? Vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute. C'est la position d'un bailleur. C'est sa position. Après, ce que pense la salle ou ce que pense le public, c'est un Bah, là, autre débat. Voilà. Ne leur Je pense demandez que pas. Pour moi, la qualité du logement à ce moment-là, c'est aussi quelle est la capacité de résilience du logement. Il ne faut plus construire comme on l'a construit avec un système de voiles porteurs, de dalles, mais plutôt travailler sur des notions de plan libre, sur des espaces récupérés, sur des espaces aménagés. Cette notion du plan libre, du système poteau-dalle, avec un cloisonnement qui peut être, je ne dis pas modulaire, mais qui peut être démontable pour être refait. Ça permet aussi une capacité d'adaptation du logement, de regagner la pièce supplémentaire sur le logement mitoyen qui, lui, a peut-être besoin d'une pièce de moins, sur un espace partagé qui peut se trouver au dernier étage ou qui se trouve sur un rez-de-chaussée avec un studio qui peut être géré par l'ensemble immobilier. Et je dis l'ensemble immobilier pour dire copro et le social, par des espaces extérieurs qui peuvent être partagés. Donc c'est cette qualité-là que l'on retrouvera dans la mesure où on met de l'intelligence dans la conception du bâtiment. On a discuté tout à l'heure, effectivement, pendant notre déjeuner, sur la construction industrialisée. Et je dis bien industrialisée. Il ne faut pas entrer dans la construction industrialisée. Il faut rentrer dans des constructions, quelquefois, quand on est contraint, sur du hors-site, sur des choses qui peuvent être faites aussi avec un tissu économique et un tissu industriel local, pour pouvoir répondre à des besoins de filières sèches, d'absence de nuisances, d'absence de poussière, d'absence de chantier qui dure 3 ans pour construire un logement parce qu'on est contraint. Donc il faut être ingénieux sur la capacité à produire du logement pour une qualité de ses occupants et de leur environnement. Raphaël Michaud et puis Jamel Couch, ce que j'aimerais qu'on avance, c'est qu'on parle de la qualité d'usage. Mais vous vouliez réagir Oui, je voulais réagir pour rebondir sur cette question du mode constructif. Globalement, depuis le début, on a quand même laissé planer une petite musique qui serait de dire que construire de qualité, ça veut dire construire cher.
Et là, par rapport à ça, je ne suis pas du tout d'accord. Je considère qu'à partir du moment où on construit avec le bon matériau au bon endroit et qu'on met moins de matière et moins de matériaux, on est en mesure de tenir des coûts en améliorant la qualité par rapport à ce qui s'est fait ces 20 ou 30 dernières années. Ou Vous êtes d'accord? là, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord sur... Alors, attendez. Moi, ça m'intéresse. On va faire un petit sondage sur la tribune. Alors, vous allez lever la main. Oui, vous, non, vous, pas la salle, vous, parce que c'est vous qu'on regarde. Qui pense que construire de manière plus qualitative, c'est plus cher? On part du principe que la qualité passe par exemple par la surface. Oui, non, mais j'entends bien. Alors, et donc, attendez, parce que je vérifie, parce qu'il peut y avoir des indécis. Qui pense qu'on peut construire la qualité au même prix? Bon. C'est au même prix ou plus cher, mais pas moins cher, dit Jamel Kouch. J'ai envie d'évoquer un projet qui est en cours dans ma société sur une réhabilitation de 400 de logements, qui est dans la région d'ailleurs, sur lequel on a lancé un projet de conception-réalisation avec un engagement de qualité BBC Rénovation. On a 3 groupements qui ont répondu. 2 groupements ont répondu sur une isolation par l'extérieur, remplacement des fenêtres en PVC. Bon, ils ont répondu, ça fonctionne. Bon, bah, architecturalement, on y perd un peu, évidemment. Hein, on vient mettre du bardage. Et puis, on a un groupement qui s'est creusé un peu plus les méninges, qui a fait de l'innovation, donc c'est aussi ça pour moi l'innovation, et qui nous propose une stratégie autour du remplacement essentiellement des menuiseries. Et on passe sur des menuiseries en bois alu, avec en plus des brises solaires. Donc, ils viennent répondre au-delà de la demande, et on passe largement en rénovation BBC. On y travaille du coup en même temps la VMC, l'isolation par la toiture, par les planchers, et coût du projet, moins cher, un peu moins cher. Du coup, j'y mets un peu plus de qualité dans l'intérieur de cette résidence, dans la rénovation de la résidence. C'est pas sur tous les projets, mais c'est un exemple où effectivement, ensemble, on a travaillé un projet, on a donné un cahier des charges, et voilà, un groupement a réussi à répondre en dessous des autres, plus qualitatif, en termes de réponse à l'extérieur, qui nous permet, nous, d'être encore plus qualitatifs en réponse à l'intérieur. Jamel Kouch, je voudrais avoir votre avis, et puis je voudrais qu'on parle de la qualité d'usage, c'est-à-dire finalement de l'urbanisme, et voilà, vous demandez comment vous voyez les choses, quelles sont aujourd'hui, parce qu'on a commis des erreurs par le passé, on n'est pas là pour faire le procès du passé, mais dire quelles erreurs on ne doit plus commettre aujourd'hui. Non, je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais moi j'ai en tout cas la conviction que si on veut parler logement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le plus petit pixel de la ville, de la matière urbaine. Donc, on a parlé de santé, ou enfin de santé morale des habitants, que quand un bon logement, c'est aussi la santé morale des citoyens. Je pense que si on veut résoudre cette question, ou cette double question quantité et qualité, je pense qu'il faut travailler à 2 échelles. Enfin, moi, j'aime bien la petite échelle, ce que vous avez décrit, monsieur, de coproduire avec les habitants un habitat coopératif. Donc ça, c'est évidemment la solution, c'est la meilleure solution. Mais est-ce qu'on peut le faire à une échelle de 1 million de logements produits par an, ou 500 ou des centaines de milliers? Peut-être que c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'il faut faire converger un peu une méthodologie qui s'actionne à 2 niveaux. De quelle façon on peut travailler à petite échelle dans l'innovation en termes de matériaux, dans l'innovation en termes de coproduction avec les habitants, etc., etc. Et comment une ville, parce que je pense que les élus, ils ont un rôle énorme à jouer, au-delà du foncier, ça on le sait tous, mais aussi en termes de vision. Je veux dire, moi ça m'étonne. C'est vrai que vous avez commencé par me présenter en me disant qu'on avait travaillé sur le Grand Paris, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes qui se reposent la question de qu'est-ce que c'est que leur territoire à l'horizon 2050. Et quand une ville se repose cette question, donc par exemple la ville d'Annecy, on fait ce travail pour la ville d'Annecy, mais on le fait aussi en Belgique pour la ville de Liège, et bien à ces échelles-là, on peut poser des hypothèses
de développement de logements, quantitatif et qualitatif, à une échelle stratégique. Donc Et l'idée, ensuite, c'est de on voir peut grand et de voir redéployer. loin tout de suite, quoi. Hein. Alors que si on parle que produit, je veux dire, on va tourner autour du pot, vous allez dire c'est cher, c'est pas cher, c'est moins cher. Tout le monde va dire ce qu'il pense, mais à la fin, ce sera plus cher. Hein. Même s'il peut y avoir des, même s'il peut y avoir Bruno des Arcadipane, expériences, ouais. il peut y avoir des expériences ou des cas où ça peut être moins cher, mais globalement, si on recherche la qualité, c'est plus de mètres carrés, c'est plus d'espace extérieur, c'est plus de lieux pour travailler, c'est plus de communs, c'est plus de paysages, etc. Je veux dire, à un moment donné, enfin, c'est un peu plus cher. Quoi. Donc évidemment que, enfin, et après l'architecte, je ne pense pas qu'ils doivent s'effacer. Je veux dire, un bon projet, c'est un bon maître d'ouvrage et un bon maître d'œuvre. Donc si des architectes ont abusé, c'est peut-être parce que le maître d'ouvrage n'était pas assez bon. Je suis désolé. Donc le maître d'ouvrage mauvais doit aussi s'effacer. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, les bons projets, c'est un couple, quoi. Et encore, il y a une troisième. Et encore, partie, vous n'avez même pas parlé c'est les habitants. C'est les habitants ou les usagers. des élus locaux. Non, évidemment, les élus locaux, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus, mais je pense que, enfin, parler de logement, on ne peut pas parler de logement que comme un produit. Je pense qu'à un moment donné, c'est la ville, c'est une vision territoriale, et c'est aussi des actions extrêmement ponctuelles, très précises, très délicates, et c'est un jeu qui se joue entre ces deux niveaux, quoi, entre le très grand et le très petit. Il y a comme ça qu'on pourra éventuellement concilier ces deux questions. Bon, et sur la qualité d'usage? Vous voulez savoir quoi? Sur ce que je disais, sur finalement les grandes erreurs à pas refaire aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, hein, accepter la différence, sortir de la massification, de l'industrialisation du produit, rentrer dans du logement qui est un peu plus lié à une demande, qu'on ne soit pas que dans une logique d'offre. Je veux dire, le logement, jusqu'à maintenant, je pense, il est dans une logique de l'offre. Et je pense qu'il faut maintenant questionner la demande. Bon. Et je pense que nos sociétés contemporaines ont suffisamment d'outils pour faire remonter un peu le sens de la demande. Le sens de la demande, elle est plus de diversité, plus de confort, mais en même temps que les populations elles se rendent compte, après toutes les crises que nous sommes en train de vivre, que c'est pas simple, qu'à un moment donné, il y a du donnant-donnant. Enfin, je veux dire, et à un moment donné, la grande échelle, et le travail des élus est important, c'est eux qui peuvent, enfin, c'est les seuls qui ont la possibilité de discuter, de poser des débats à l'échelle de grands territoires métropolitains et à l'échelle d'une copro. Enfin, vous êtes les seuls, enfin, les urbanistes aussi. Mais je pense que c'est entre ces deux échelles que la ville peut se dessiner. Jean-Marc, je vous donne la parole à l'instant. En fait, il y a plein de questions. Hein. Cette table ronde, cette plénière, elle fonctionne à fond. Je vous en lis quelques-unes comme ça, hein. Parce que ça va peut-être vous inspirer. Si construire de qualité coûtait moins cher, comment expliquer que les logements en VFA soient de moins bonne qualité? Le logement modulaire, on conventionnait le logement avec des surfaces environ mètres carrés. Le surenchérissement du coût du foncier en zone tendue n'est-il pas un frein à la qualité de logement? Ça, vous avez parlé. Attendez. Vos réflexions conduisent donc l'USH de demander au gouvernement de revenir à l'aide à la pierre, ce qui résoudrait la problématique. La densité, la hauteur, la répétitivité sont une des réponses à nos contraintes. Mais les PLU et les élus y sont très souvent hostiles. Que faire? Bon, enfin, il y a plein de... Mais je vous redonne la parole. Juste une petite réponse très simple. Ce qui est important dans le cadre du logement, c'est la mixité sociale et la mixité d'usage. On l'a déjà dit tout à l'heure, quand on donne ces deux phrases ou ces deux mots, on résume beaucoup de choses. Mixité d'usage, Bruno Michaud le disait aussi, à des moments il faut être aussi imaginatif pour dire on fait de l'équipement, on fait du logement, on met du commerce, du bureau au sein de la même structure. Aujourd'hui, typiquement, et je ne le dis pas contre la ville de Lyon ou la métropole, on construit une école et on utilise un foncier de 4000, 5000 mètres carrés et on construit un groupe scolaire. On le voit dans d'autres pays européens. Il y a un rez-de-chaussée qui est un rez-de-chaussée d'activité, quelle qu'elle soit, un ensemble de logements, et le groupe scolaire, il est au dernier étage. Effectivement, c'est des montages complexes, mais c'est aussi une qualité d'usage et une mixité d'usage qui permet de répondre à des besoins, surtout quand on est dans des périodes où on veut de la zéro artificialisation des sols et on veut de la densité. Donc il faut être aussi imaginatif pour que nos politiques, à des moments aussi, valident le fait qu'il y ait à la fois du public, du privé, au sein d'une même opération, qui répondent à du logement, qu'il soit de l'accession
ou du social, avec une mixité d'usage. Et ça, je pense qu'on résout aussi un certain nombre de problèmes dans cette mixité. Et la mixité sociale, bien évidemment, en raisonnant avec des formules des fois un peu différentes que dire on fait une cage de social et puis on fait 3 cages d'accession et globalement pourquoi la VFA est moins chère parce que le promoteur il finance le social avec son bilan de promotion de l'autre côté. Donc il faut mettre des chiffres en face et comprendre certaines réalités à des moments. Alors Maxime Bitter et Bruno Arcadipan veulent prendre la parole et puis aussi, allez-y Maxime. Oui, je voulais rebondir sur les propos de Jamel sur la question de la qualité d'usage. Aujourd'hui, ce qu'on constate, elle est où la valeur ajoutée du logement social en la matière? La capacité à gérer les communs. Ça, c'est quand même, c'est pas donné à tout le parc immobilier français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut offrir des parcs à vélo, ça veut dire qu'on peut générer des espaces collectifs, savoir les gérer, les faire vivre, et ça, pour le vivre ensemble, c'est indéniablement une valeur ajoutée. C'est des mètres carrés, hein, quand même. Hein. C'est des mètres carrés. Pour le coup, ça fait partie de ces mètres carrés qui coûtent cher à produire, mais qui apportent une vraie valeur ajoutée collective, pas seulement aux locataires, mais également aux riverains. Deuxième sujet, alors là, c'est les tartes à la crème du logement social, hein, mais la cuisine, ouverte, fermée. Bon, on fait quoi? C'est-à-dire qu'il y a une génération, c'est ouvert, une génération, c'est fermé. Nous, on construit pour 50 ans. On gère comment ces problématiques-là? Traditionnellement. Il y a des portes de saloon, quoi. C'est la cuisine américaine. Ça veut dire qu'il y a des politiques de bailleurs, avec derrière des politiques de maintenance, et puis il y a des types de peuplement qui génèrent ce genre de débat. La salle de bain, hein. Bon, alors moi je suis arrivé chez les mâches, baignoire ou douche. Ouais. Bon, ça dépend de la douche taille italienne du logement. maintenant. Douche à l'italienne, etc. Bon. Mais moi je trouve que c'est des super sujets parce que enfin, c'est des sujets classiques, hein, mais on touche vraiment. Oui, mais enfin vous parlez des gens, quoi, là. Oui, voilà, du concret. La qualité d'usage du logement, ça passe par ces sujets-là qu'il faut savoir aborder, qui sont confrontés à des logiques de gestion qu'il ne faut pas juste mettre de côté en disant ça n'existe pas. Ça existe et ça conduit même la conception, hein, si on est assez malin, parce que si on parle de gestion du logement, on parle de son usage, et donc on inventera le logement qui sera bien conçu à partir de cela, quoi. En partant de l'usage, on saura dire s'il faut une douche ou une baignoire. Bruno Arcadipan. Oui, je voulais ouvrir une parenthèse et la refermer très vite. Il n'y a que des professionnels dans la salle. Si depuis des années, on pouvait construire au même prix, voire moins cher, des logements de meilleure qualité, sincèrement, il n'y en a pas un qui ne l'aurait pas fait. Hein. Donc, il faut être, à un moment donné, il faut être sérieux. Si on veut des produits biosourcés, des surfaces plus grandes, une volumétrie et des produits de qualité partout, forcément, ça va coûter plus cher. L'autre sujet... Vous n'êtes pas convaincu par ce que disait Sophie Matra, alors? Qu'avec un peu d'intelligence... Non, mais ça peut arriver sur un exemple. Là, on parle bien de l'ensemble du secteur et de l'ensemble de la volumétrie dont la France a besoin. Ensuite, si on veut faire baisser les coûts, il faut faire baisser le foncier. Pour faire baisser le foncier, il faut des maires qui signent des permis, qui soient de réhabilitation, de construction, de surélévation, de tout ce qu'on veut. Il y a un truc très simple, hein. Aujourd'hui on sait numériser à peu près tout. L'élu écrit le PLU qu'il veut, aussi complexe qu'il veut, à partir du moment où c'est un professionnel encadré, etc., qui dépose son permis, une machine le lit, et dans les 24 ou 48 heures, le permis de construire est délivré. Et bien ça, vous voyez, vous allez faire vite chuter les coûts du foncier et on va avoir de la construction en France relancée et tout le monde va être satisfait. Je l'ai déjà proposé à plusieurs ministres et notamment à ceux de la simplification et on me répond oui mais les élus vont pas être contents, patati patala. Mais tous dans la salle, on a rencontré des problématiques de permis de construire qui correspondent à peu près à tout et qui pourtant sont décalés, refusés, etc., etc. Donc il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Si en France on a du mal à sortir des logements, et notamment des logements sociaux et intermédiaires, c'est parce qu'il y a des élus qui ne font pas leur job. Bon, Raphaël Michaud, ça c'est pour vous, ça, vous voyez. Et en plus, il est applaudi. Je ne vais pas répondre pour tous les élus, parce que moi je réponds pour la ville de Lyon. Ce qui est sûr, c'est qu'à la base,
l'acceptabilité sociale. Et ce qui fait qu'on aura de la quantité, c'est qu'on puisse avoir des riverains qui acceptent de voir se construire en face de chez eux des programmes et qui voient du logement se construire en face de chez lui. Donc à la base, la vraie difficulté, et pour moi le vrai enjeu, c'est d'arriver à établir une qualité suffisante pour que les riverains comprennent pourquoi il y a quelque chose qui se fait en face de chez eux et qu'ils n'aillent pas sortir tous les recours, prendre les meilleurs avocats et aller faire tomber le permis. Parce qu'à la base, une machine qui instruit un permis en disant c'est bon, c'est conforme, pas de bol, en France, les juges derrière, ils ont une appréciation, ils ont une sensibilité et ils ont une lecture du droit qui est directement issue des avocats. Et pour le coup, ce serait absolument une utopie de se dire que la machine va pouvoir permettre d'avoir l'acceptabilité. Dans la réalité, peut-être qu'en droit, on aurait la réalité et la capacité que je signe les permis, que tous les autres élus en charge de l'urbanisme puissent signer les permis, mais derrière, l'acceptabilité, elle se travaille sur le terrain, elle se travaille avec les usagers futurs, elle se travaille avec les riverains, et là, pour le coup, je trouve ça relativement utopique de se dire que l'informatisation va accélérer les choses, parce que l'acceptabilité, et notamment en ville, cette ville désirable dont moi je parle et vraiment que j'essaie de défendre, elle se travaille sur le terrain, projet par projet, et ça demande, oui, ça demande de l'argent, mais ça demande surtout de l'argent en ingénierie avant pour aller travailler, avant le dépôt des permis, sur la qualité de ce qui va être déposé. Et après, oui, j'espère bien qu'une fois que ce sera déposé, expliqué aux citoyens, on arrivera à l'instruire vite et ils arriveront à l'accepter vite. Mais voilà, les élus sont tous divers dans leur territoire et dans leur situation. Si je voulais vraiment être méchant, ce que je ne suis pas, je suis un bon gars, je dirais l'acceptabilité, je ne vais pas y arriver à le dire, mais vous m'avez compris, c'est le pendant du courage politique. L'important, c'est pouvoir se dire que tous les permis qu'on signe, on en est fier. Et pour moi, c'est vraiment ça, effectivement, l'acceptabilité, c'est la capacité que moi j'ai, et ma grande fierté, c'est de me dire que les permis que je signe, j'en suis fier, et derrière, je vais aller les défendre, effectivement, sur le terrain, dans des réunions publiques qui sont régulièrement houleuses, où le mot que j'entends le plus, c'est « oui, oui, l'accueil, c'est très bien, oui, oui, mais mettez-les ailleurs, pas dans notre quartier, trouvez un autre arrondissement. » Et dans les 9 arrondissements où je vais dans Lyon, moi, j'entends toujours « oui, oui, les logements sociaux, mettez-les ailleurs. » Ailleurs, en fait, vous êtes tous solidaires et vous êtes tous français et vous avez tous votre besoin. Pour le coup, les besoins en logements sociaux, ils ont pas. On est tous humains, on est tous sur la même terre et on a tous besoin d'avoir un lieu où habiter. Et là, pour le coup, je considère que c'est mon travail, effectivement, et c'est peut-être mon courage politique, d'aller défendre ce que je signe, mais parce que c'est de la qualité et parce qu'on l'a travaillé avec les opérateurs, avec les architectes. Vous voulez répondre? Moi, mon courage politique, c'est de loger des Français. Voilà, c'est de loger nos concitoyens. Tous les jours, on reçoit des mails qui sont complètement hallucinants, de gens qui sont en détresse. Je le disais tout à l'heure, 2,2 millions de personnes, 2,2 millions au FNE et 4 millions qui sont mal logés. Enfin, moi, je veux bien qu'on se fasse plaisir à être fier de chacun de ces permis de construire, mais à un moment donné, il faut loger les gens. Voilà, si je voulais être méchant, Bruno Arcadipane, ce que je ne suis pas, je vous dirais que vous parlez de courage politique alors que vous n'êtes pas élu, parce que les élus, ils se retrouvent face à citoyens, aux électeurs, et que parfois c'est plus compliqué. À la différence près, c'est que le courage dans les quartiers, notamment les quartiers les plus difficiles, et on n'a pas parlé de QPV, etc. Aujourd'hui, qui sont les gros intervenants? Des structures comme la nôtre. Donc il ne faut pas se leurrer, qu'on soit élu ou bailleur social, quand vous êtes face à vos clients, quand vous avez plus d'1 million de logements, vous avez un paquet de clients, on est d'accord. Donc quand vous êtes face à eux, vous avez les mêmes problématiques que monsieur. Et quand les gens viennent vous voir, quand vous avez le dallo au pied de vos bureaux qui vous disent « nous, on veut des logements », etc., on leur dit quoi? Vous avez 8 ans d'attente? Vous êtes en Île-de-France, monsieur, donc vous avez 8 ans d'attente. Sinon, allez vivre à Châlons-en-Champagne, on va vous trouver un logement plus facilement. Et bien voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Bon, Laurent Colère, je vous ai fait attendre trop longtemps. Et je m'en excuse. Non, non, c'est intéressant, bien, là. Hein. Et on voit bien... on voit bien où est le problème. Hein. Et on voit bien, effectivement, les perceptions, qu'on soit élu ou qu'on soit en responsabilité d'un grand groupe. Simplement, on a parlé de la qualité d'usage ou de la maîtrise d'usage. Et on a beaucoup accentué sur les logements. Moi, j'évoquerai aussi la qualité ou la maîtrise d'usage de l'environnement. Ouais. Parce que si vous n'avez pas aujourd'hui un environnement, et le président d'Action Logement vient d'évoquer les QPV, si vous avez le meilleur logement en termes de qualité, mais que vous avez un environnement où vous ne pouvez pas sortir de chez vous... Mais vous n'avez pas forcément la main sur l'environnement. Oui, mais je crois que les bailleurs, demain, on sera amené
à se réinterroger sur la question des services. C'est un vrai sujet. Les services que nous allons apporter à nos clients, à nos locataires. Parce que si nous ne sommes pas en capacité, et souvent le bailleur est pointé du doigt sur les questions de sécurité, or c'est bien la puissance publique qui est en charge de la sécurité. Donc si nous ne sommes pas en capacité demain d'avoir une qualité d'usage de l'environnement, je crois que nous serons amenés à avoir un certain nombre de problèmes. Et je voudrais donner comme exemple la question de nos aînés. C'est un sujet, non? Scandale des EHPAD, les bailleurs sociaux, aujourd'hui, une grande partie de nos habitants ont un âge avancé. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment on est capable d'apporter des services? Alors peut-être pas seul, la question du modèle économique va certainement aussi se poser, mais on a pu expérimenter sur notre territoire des synergies avec un certain nombre de nos partenaires, principalement les caisses de retraite, les mutuelles, qui ont des fonds très importants qui ne sont pas consommés et qui permettent d'équilibrer des opérations. Et là aussi, je crois qu'avec ces partenaires, nous pourrons apporter des réponses sur la maîtrise d'usage dans son environnement. Maxime Bitter et puis Sophie Matrin. Oui, je voulais rebondir vraiment sur le débat, parce qu'en fait, ce qu'on observe là, c'est qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que la condition de la qualité, c'est quand même beaucoup de financement. Le secteur du logement est un secteur industriel, une machine qui est bien rodée, donc si on lui donne des objectifs qualitatifs... Attendez, parce que vous allez vite. Hein. Oui. Est-ce que c'est évident que vous êtes un secteur industriel? C'est une industrie, celle du bâtiment, qui a une vocation, parmi ses vocations, celle de produire du logement. On voit bien, c'est très normé. Aujourd'hui, on me dit de faire de la RE 2020, demain, on me dira de faire autre chose. L'industrie du bâtiment sait y répondre aujourd'hui. Il n'y a pas de sujet. Franchement, le sujet, c'est... il n'y a pas de sujet aussi de définir un protocole de qualité. Aujourd'hui, quand on fait bosser les archis, quand on demande aux usagers ce qu'ils veulent, on sait. On sait qu'il faut des extérieurs, on sait qu'il faut des logements de qualité, on sait qu'il faut des grands salons, on sait le faire. Et d'ailleurs, beaucoup ici en font tout le temps. La question, c'est comment on en fait beaucoup et comment on finance tout cela. J'ai envie de dire que la difficulté, c'est plutôt la quantité que la qualité. Voilà. Et pour atteindre la quantité, on voit bien qu'il y a une notion d'acceptabilité. Et c'est en cela que moi je pousse en tout cas à l'idée que le bâtiment doit être un vecteur d'externalité positive sur son environnement. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais quand on discute avec des élus locaux, ou avec des riverains pour être plus précis, la première chose, alors une fois qu'on a passé la barrière logement social, hein, bon, voilà, une fois qu'on a passé cette barrière-là, un bâtiment qui s'installe dans un quartier, première chose qui arrive, c'est le stationnement et la circulation. Bon, à Lyon, c'est plus le cas parce que vous avez un coup d'avance. Nous, à Lille, c'est vraiment... Prenez un micro si vous voulez parler. Hein, à Lille, c'est clairement un sujet. Premier sujet qui arrive, vous allez plus nous permettre de nous stationner dans l'espace public. Deuxième sujet qui arrive, c'est en effet la pression sur les équipements scolaires du quartier, ce genre de sujet. Bon. Moi, je porte le fait qu'un bâtiment qui arrive dans un quartier, pour être accepté, doit apporter la valeur ajoutée au quartier. Comment, à l'occasion de l'arrivée d'un bâtiment, je transforme ce qui était un parking, une vaste friche un peu désuète, génère un parc pour le quartier. Comment on en profite pour désimperméabiliser un petit peu. Comment on profite pour faire un peu plus de stationnement dans le bâtiment pour offrir du stationnement aux riverains d'à côté. Et pourquoi il n'y aurait pas un commerce qui va bien? Et pourquoi il n'y aurait pas une salle de sport pour tout? Et là, en plus, ce qui est génial, c'est que le bâtiment, en arrivant avec ses services, pas seulement ses services aux locataires, hein, surtout pas, il faut qu'il soit ouvert au quartier, et on crée du vivre ensemble. C'est quand même ça qu'on cherche à la fin, quoi. Sophie Matrin. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que finalement, on n'a pas forcément réussi à définir ce qu'était la qualité. On s'est dit, on est tous d'accord pour dire que finalement, la qualité, c'est celle que voient nos locataires. C'est vraiment lui qui l'a défini. En revanche, je pense qu'on a des différenciations de points de vue qui sont normales, mais finalement qui sont complémentaires. Moi, je pense que pour aller chercher l'économie qui est nécessaire pour construire en quantité, ça passe
par effectivement tous ces jus de cerveau, excusez-moi pour l'expression, par tous ces jus de cerveau, par le partenariat. Qu'on peut-être voilà, on construit ici sur cette table ronde à travers toutes ces différentes idées. Mais surtout, pour le bailleur, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au bout du bout, c'est lui qui reste détenteur du patrimoine, qui reste gestionnaire du patrimoine et qui surtout s'attache à donner un usage aux locataires et à garder tout le bien-être au quotidien pour ces locataires après l'ensemble de toutes les constructions. Donc au bout du bout, c'est vraiment le bailleur qui gère le patrimoine et qui reste sur le territoire et sur le terrain auprès de ses locataires. Sophie Matra, vous savez quoi? J'aurais rêvé d'une conclusion, je ne pouvais pas rêver mieux que celle-là. Tonnerre d'applaudissements pour les participants de cette table ronde qui a été, je tiens à vous le dire, particulièrement réussie.